Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Poetic News. Ici on parlera de dessin d'actualité, de presse, d'humour. Aujourd'hui nous partons à la rencontre d'une artiste française, féministe, engagée, Catherine Bonez. Vous verrez que le dessin est plus que jamais d'actualité. Bonjour Catherine, merci de nous accorder un peu de votre temps pour nous parler de votre travail. Et merci aussi. Et moi, ce que j'adore là dans cette histoire d'interview, c'est que vous êtes dessinatrice. Et que je ne parle pas à une journaliste classique, je parle à quelqu'un qui sait de l'intérieur ce que c'est que le métier. Vous ne parlez pas à une journaliste tout court, donc on va espérer que cette interview soit réussie. Oui. Première interview. Oui, c'est vrai. Vous êtes une dessinatrice. Ouais. D'humour, de presse ou d'actualité. Souvent, ça peut se chevaucher, ça peut changer aussi. Vous pouvez faire de la BD. Ouais. Mais comment vous définissez ces notions par rapport à vous, en fait? Ouais, ça c'est très intéressant parce qu'il y a eu une évolution dans le monde du dessin. Avant étaient très connus les dessinateurs d'humour, genre, ça remonte à loin, un Bellus. Après, il y a eu des Sampé qui reflétaient la vie des gens. Et ça, moi, je trouve que c'était très, très bénéfique parce que les gens pouvaient se projeter dans ces dessins-là, projeter leur vie. Et surtout, ils pouvaient, au fond, se construire. Parce que alors, ça, c'était avant le dessin d'humour, qui a beaucoup perdu dans les journaux. Et ce qui a pris le pas, c'est le dessin d'actualité. Et le dessin d'actualité qui est souvent politique, pas toujours, mais qui est souvent politique, suit l'actualité à chaud. Et donc, il faut dézinguer, il faut dégommer. Et je trouve que c'est de l'ironie, c'est utile, très utile, mais les gens simples dans leur vie peuvent dégommer les politiques, mais se retrouver, eux, non, pas forcément. Et c'est dommage parce que ça aide à se construire. Et en plus, dans la tradition française, il y a aussi ce côté ironique dans le dessin. Alors qu'en Angleterre, c'est plutôt l'humour. Et c'est vachement important parce que l'ironie, c'est on va tout mettre sur le dos des autres, on va se moquer des autres. Faut charger, ouais. Alors que l'humour et l'autodérision, moi, c'est ce que je pratique. Et moi, le soir, avant de dormir, parfois, je ris très longtemps en pensant à ce qui m'est arrivé dans la journée et en me voyant avec mes défauts, quoi. Et c'est en même temps très, très touchant de se voir humainement, quoi, et d'en rire. Racontez-moi un petit peu comment vous en êtes venu à dessiner en fait, dans la presse. Ouais. Déjà, j'ai eu une éducation avec des parents qui étaient très engagés, très, très militants, politiques à gauche. Et donc leurs idées et leurs convictions et leur vie, c'était la même chose, quoi. Et ça, c'est imparable. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée, je pense. Mais par contre, il y avait le hic, c'est que la sexualité, c'était tabou. Donc, à chaque fois qu'on parlait de sexualité, on n'en parlait pas, mais il y avait 3 points de suspension pour les mots qui désignent le sexe. Et du coup, moi, j'ai rempli tous mes bouquins avec j'ai mis des mots sur ces points de suspension. Alors, donc, je suis partie comme ça, j'ai fait 10 années dans la presse, engagée syndicaliste, comme mes parents, en fait, syndicaliste, et puis la presse un peu catho de gauche, quoi. Et je suis allée au Québec, j'avais un copain là-bas. Et ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé mon personnage. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est la liberté des rapports homme-femme, femme-homme. Et du coup, là, je me suis dit, ok, nous, en France, on est vraiment en retard, quoi. Et les hommes sont en retard. Et du coup, je me suis sentie une espèce de mission. Je me suis dit, il faut que je retourne en France et que je change les mentalités, ce qui était un peu utopique. Parce que je viens quand même, ma mère a été très, très, très forte, c'était une femme forte. Et donc, elle m'a transmis quelque chose de l'ordre de la liberté, enfin, pas de la liberté sexuelle, mais en tout cas de la liberté d'être femme, quoi. Et d'oser, voilà. Parce que mes parents m'ont vachement soutenue, ça c'est hyper important.
Ils m'ont vachement soutenue et c'était un risque pour eux et pour moi. Et justement, ils vous ont soutenu à partir de quoi? Vos premiers dessins, c'était quoi? Ça représentait quoi? Et pourquoi vos parents, donc du coup qui étaient militants, vous ont soutenu? Ils avaient quelque chose déjà de militant, déjà de... Non, parce qu'ils sentaient que c'était du témoignage et que c'était vivant. Eux avaient cette tendance à écrire aussi dans la presse catholique de gauche. Et le fait de témoigner de la vie, pour eux, c'était important. Bon, puis ils étaient fiers, mon père était fier, évidemment. Sauf qu'il a été moins fier quand il a fallu montrer, mais partout. Alors il était très fier du fait que j'avais édité un bouquin. Alors il se baladait comme ça, de temps en temps. Il le montrait à ses amis. Il le montrait, puis il était un peu gêné quand même. Dans les années 70, on a un dessin, on a envie de le publier. Comment on fait? Je suis allée d'abord dans les revues de BD. Et là, je me souviendrai toujours d'un gestionnaire qui a regardé avec un dessinateur très connu, je ne sais pas le nom, et tous les deux, ils m'ont dit, enfin lui m'a dit, écoutez, on a regardé vos dessins, on ne comprend rien. Donc, parce que déjà, j'avais ce regard féminin, une appréciation du monde au féminin, quoi, via ma peau, puisque je suis dans la peau d'une femme. Et donc, il ne comprenait rien. Et à un moment donné, il m'a dit, voilà, c'est dommage, mais bon. Et puis, il a eu un petit peu d'humour et il a dit, et ça j'ai aimé, il a dit, mais c'est peut-être parce que je ne comprends rien aux femmes. Et ça a été ça tout du long. C'est-à-dire, toutes les rédactions où je suis allée, c'était oui, d'accord, mais on ne comprend pas. Il y avait notamment, je me souviens d'un type dans un syndicat qui m'a dit, mais c'est qui cette femme? Parce qu'au fond, j'avais une telle indépendance d'esprit que je me contentais d'exprimer mes idées avec juste un personnage féminin. Mais c'est qui cette femme? Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. C'est qui? C'est quoi? Et ça, je l'ai encore entendu, ça c'était dans les années 70, fin des années 70, et je l'ai entendu encore dans une revue dans les années 2000-2010. Et une revue féministe. Donc quand on vous renvoie cette image, ouais. ça vous inspire pour des dessins? Qu'est-ce qui... Non, mais surtout, c'est une barrière énorme, quoi. C'est-à-dire, elle ne peut pas exister en étant oui, voilà, juste elle n'existe. Elle ouais. ne peut. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, il a fallu. Enfin, votre œuvre, c'est aussi d'élargir cette image de la femme, de dire, bah non, en fait. Je l'ai pas pensé ça. Je l'ai pas pensé au départ. J'avais juste un besoin de m'exprimer parce que dans mon enfance, j'avais pas pu m'exprimer sur certaines choses. Et donc, ce qui m'a sauvée, on va dire, entre guillemets, c'est les femmes qui avaient du pouvoir, c'est-à-dire les rédactrices en chef, C'est les points d'entrée, les rédactrices en chef. Ouais. Et donc ces femmes-là, dans les années 70, il y en avait déjà? Non, il n'y en avait pas. Non, ça a fallu vachement de temps. La presse a toujours été en retard par rapport à la société et par rapport à l'évolution de la société, et l'édition était plus en avance. Alors la presse, c'était dur, quoi. C'était qu'un milieu très masculin, 99% masculin. Donc là, c'était vraiment... j'étais l'une des seules, on était 3, en gros. Il y en avait une qui était très connue, qui était Claire Bretéché, dans le Nouvel Obs. Il y avait Chantal Montelier, il y avait Françoise Ménager et moi. Et nous, on faisait plus du dessin de presse. Et elle faisait plutôt de la BD. À chaque fois que j'allais quelque part dans une rédaction, je disais, mais il n'y a pas de femme, c'est pas normal. Et là, on me disait, mais il y a Claire Bretéché. Il fallait qu'il n'y en ait qu'une. Une femme caution. Ouais, une femme caution, ouais, exactement. Et puis en plus, c'est vrai qu'elle avait son lieu, c'est-à-dire le Nouvel Obs, où elle pouvait s'exprimer, où elle reflétait les mentalités de gauche, quoi. Mais un monde un peu qui ne me correspondait pas. C'était un monde... à l'époque, c'était pas bobo, mais c'était vraiment la gauche caviar un peu, oui. Quoi. Et moi, j'étais pas là-dedans. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de raconter l'intimité d'une femme, de dire ce qui... Et ça vous a fait peur, justement, que ce milieu soit un petit peu hors de portée, avec des gens qui viennent oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... présenter ses dessins à des gens qu'on... Oui, moi, dès le départ, j'ai senti ça. Moi, je venais d'un milieu très simple, et j'avais mon langage parfois cru, mais surtout direct. Et tous ces gens-là, même quand je présentais mes dessins, déjà, il y avait un fossé. C'est-à-dire que je parlais un peu, pas beaucoup, mais je parlais. Et là, dès le départ, il y avait
Des codes, comme ouais, des des codes que codes. vous n'aviez pas. Ouais, c'est ça. Et puis la tenue vestimentaire aussi, ils me regardaient de haut en bas. Mon langage, et puis après mes dessins qui étaient crus. Donc c'était pas de leur monde. Et du coup, ça n'a pas été difficile d'assumer aussi de dire, bah voilà, moi je suis pas habillée comme vous, j'ai pas les mêmes codes. Bah, il a fallu que je le comprenne. Voilà. Ça a pris du temps. Mhm. Que j'avais affaire à un monde bourgeois, quoi, avec des codes bourgeois. Il y a un moment donné, il y a eu un tournant. C'était dans les années 90. Les femmes avaient, alors elles avaient moyennement un pouvoir, mais quand même. C'est-à-dire que pendant les vacances, les hommes partaient en vacances et du coup, on faisait appel à des rédactrices en chef et à des dessinatrices, virgule, en chef. Entre guillemets, en chef. Mais vous avez c'est la pour place. rire. Oui, on avait la place. Alors, il y a eu 3 journaux comme ça. Il y a eu l'événement du jeudi, il y a eu Marianne et il y a eu le Nouvel Obs. Donc, les nanas, qui je ne sais pas, via un directeur artistique, ils ont beaucoup de pouvoir, les directeurs artistiques, m'appellent, parce qu'il a dû voir que j'existais, il m'appelle et le thème c'était est-ce que maintenant les hommes ça va, vu l'évolution et vu la libération sexuelle, vu aussi la libération des femmes. Et les hommes, ça va, point d'interrogation. Donc j'apporte 1 ou 2 dessins. Et la nana, elle me dit, attendez, vous en avez d'autres parce qu'on va tous les mettre. Donc c'était l'envers de tout ce que j'entendais jusqu'à présent. Elle a compris le message. Ouais. Les portes d'entrée pour une publication, c'est d'abord le directeur artistique qui remarque, le Oui. rédacteur en chef qui valide, Oui. et le dessin qui est publié. C'est ça. Mais je peux vous dire, quand ils sont revenus, les directeurs artistiques, qu'ils ont vu que des dessins féministes étaient passés dans leurs revues, ils étaient furieux. Et j'ai eu des coups de fil qui me disaient, de leur part, je ne veux plus vous voir. Et un autre qui m'a dit, si vous revenez, vous n'aurez pas de bulletin de salaire. Donc voilà quoi. Un bon dessin de presse, on va parler du dessin de presse. Là. Ouais. Pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour... pas pour être publié, pour faire un dessin pertinent. Alors un bon dessin, c'est vague, c'est vaste. Moi, mes bons dessins à moi, je le sais. D'abord, en fait, c'est l'humour, c'est ça qui est important. Et si, à un moment donné, je sens venir, et c'est même pas intellectuel, c'est quelque chose qui est le plaisir de sentir l'idée quand même, l'idée venir de manière sensible, et là, c'est une jouissance formidable, parce qu'on sent que là, on est dans quelque chose de vrai, en plus. Et il y en a qui sont très provoques. Alors, là, je me dis, ouais, bon, bah, j'y vais, tant pis, je te provoque, quoi. Et quelquefois, ça passe pas du tout, parce que je dépasse les limites qu'on m'autorise. Et donc, cette provocation ne passe pas dans la société qui, quelquefois, est en retard. Et je pense qu'elle a été en retard, mais elle vous a aussi rattrapé, parce que vous Ouais. avez eu, donc, toute cette période, vous avez été, entre guillemets, incomprise par des rédacteurs en chef qui trouvaient votre message, et qui ne comprenaient pas votre message, parce qu'il n'était clairement pas féministe. Oui, Et après, oui. le mouvement MeToo, ça a apporté un autre regard sur votre travail, et là, vous avez été remise en lumière d'une autre manière. Ouais, et mais là, ça fait un saut de 40 ans, hein. Oui. C'est énorme. Hein. Il faut tenir pendant ce temps-là. Oui. Faut tenir. Ah oui, c'est ça c'est l'une des choses importantes, c'est de tenir à sa vérité à soi, quoi. À sa vérité et le rapport à l'autre. Parce que quand on tient à sa vérité, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour que ça éveille les consciences. Ah, moi, je l'ai pas fait pour ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas aussi un... Quand on fait quand vous Ouais. parlez justement Ouais. de cette sensation de création qui est incroyable pour chaque Oui, artiste, oui, quand oui, oui, vraiment oui, on a oui, une œuvre ouais. qui est en train de se construire et qu'on sent qu'on tient quelque chose de vrai par rapport Ouais, à soi, ouais. est-ce qu'on ne pense pas aussi à l'autre, à la réception, à la... Ouais, mais vous savez quoi, si on est vrai avec soi-même, c'est déjà universel. Hein. Ça, c'est une simplicité. C'est-à-dire que si on est au milieu de soi, si on est dans une vérité singulière, je pense qu'on est déjà dans quelque chose d'universel. Ça, c'est évident. Je l'ai expérimenté. C'est-à-dire, être vrai avec soi-même, c'est énorme. Mais moi, là où je rejoins les autres, c'est par le rire. C'est-à-dire que si je ris en dessinant, eh bien, c'est gagné. Quelque part, je fais rire les autres déjà. Oui, Voilà. c'est vrai. Le rapport entre le fond et la forme. On va parler de votre style, par exemple. Ouais. Vous dessinez sans crayonner. On y va directement et
on recoupe et on recolle, et finalement c'est un peu un mélange de collage et de... Je suis à l'ancienne, c'est-à-dire que beaucoup de dessinateurs utilisent leur portable et leur Photoshop et tout ça. Et moi j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de sentir le papier, le crayon, de sentir le silence qu'il y a autour de moi, de me sentir exister. L'écran me bloque. Alors évidemment je passe par l'écran pour corriger des dessins, mais au départ il y a ma page, surtout quand l'idée est là, il ne faut pas traîner. Surtout maintenant, je suis moins... avant mes idées elles tenaient la route longtemps, je les avais dans le cerveau. Maintenant je vieillis et je vois bien que c'est beaucoup plus éphémère, il ne faut pas que je loupe mon affaire. Et donc j'ai le papier, j'ai mon stylo, je rajoute 2-3 couleurs. Et en fait, pour que ça reste spontané, je fais des collages. C'est-à-dire s'il y a une bulle ou une main qui est mal représentée, je prends mes petits ciseaux et je refais un collage sur cette planche. Et donc ça donne un truc qui est bordélique une fois fait, sauf qu'après je le nettoie. Alors là, évidemment, il y a Photoshop ou autre. Moi, j'ai GIMP parce que c'est gratuit. Donc, je gomme les collages, si traces de collage il y a. Et voilà. Et surtout, ce que je veux, c'est très important. C'est hyper important. C'est qu'on sente... je crois que je réussis ça. On sente l'humain derrière ce que je fais, ou l'humaine. Parce que j'ai remarqué que les dessins faits coloriés sur Photoshop, il y a un truc qui est très mécanique, non, c'est même pas le mot. Qui est artificiel. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est la vie en direct avec moi, quoi. Et le papier, c'est parfait. Et le crayon, et le feutre. J'ai un feutre, en fait. Hyper simple. Mais voilà. Je voudrais lui faire penser un truc, là. Mais Vous avez mûri. Ouais. Et du coup, je voudrais parler de l'âge. De l'âge et ouais. de l'agisme. Ouais. On va parler de l'âge. Ouais. Ouais. Parce que l'agisme, ouais. Est-ce que ça ferme des portes, en fait, passer un certain âge? Alors, dans mon dessin, on se dit, ouais, féminisme, ça y est, c'est passé. Le trait, c'est vrai qu'il se rapproche de la famille des Reiser et des Wolinski et tout ça. Et du coup, Cabu, non, mais surtout Reiser, Wolinski. Oui, mais qui est très pur, qui est très, d'ailleurs, représentatif du dessin de presse. On tire un trait instantané sur un fait d'actualité. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de dessinateurs autres qui travaillent autrement et qui sont tout aussi, et qui vont à l'essentiel aussi. Donc là, c'est presque une famille, quoi. J'ai été influencée par eux. Mais c'est vrai que j'aime bien aller à l'essentiel. Mais ça ne plaît pas parce qu'on veut maintenant d'autres formes, d'autres traits. Donc, on considère qu'il y a quelque chose de vieilli. Mais en même temps, le propos n'est pas vieilli du tout, du tout, du tout. C'est ça qui compte, je trouve. Enfin. Et du coup, vous avez un regard qui est unique. Et ce pourquoi j'insiste, c'est que je pense que le dessin de presse, ce métier-là, dessinateur de presse, on devient meilleur avec l'expérience. On devient encore plus pertinent. On a une vision du monde. Alors, vous l'aviez déjà avant, vous aviez beaucoup de qualités, mais la pertinence, le regard, le recul sur la vie, sur l'expérience, vos dessins, ils gagnent. Alors pourquoi ils perdent peut-être en pugnacité, en agressivité, mais j'ai remarqué qu'ils gagnent en gravité. Et par exemple, le dessin sur l'excision, ça c'est typique. C'est-à-dire, c'est une conscience qui a grandi en fait. Mais par contre, il faut rester drôle, c'est ça qui est difficile. Et donc la gravité, j'y tiens. Par exemple, ce dessin sur l'excision, où on voit une maman africaine avec sa petite fille. La petite fille est excisée, on le voit, il y a une trace de l'excision. Et la petite fille dit, mais maman, comment on fait les bébés, quoi. Et donc j'ai à la fois pleuré et ri en faisant ce dessin. Enfin, j'ai pas pleuré, mais les larmes me sont venues intérieurement, quoi.
parce que avec ce dessin, il y avait tout le parcours. C'est-à-dire qu'on ne m'avait pas dit comment on faisait les enfants. Et donc, dans le dessin, j'ai réussi à le caser, sans le vouloir. Hein, et en même temps, je parlais d'un sujet grave qui est l'excision, quoi. Et donc, c'est ça, la gravité, mais il faut rester drôle. Alors, moi, la drôlerie, ça fait quand même partie de moi. Ouais, ça fait partie de moi, donc ça va. Le côté percutant agressif, je l'ai encore. Non, mais je l'ai moins. Par contre, ce qui a gagné, c'est parce que vous savez, souvent dessinatrices d'humour, il y a une conscience du tragique. C'est un peu l'humour, ça. C'est une conscience du tragique, on transforme ça en humour. Les clowns font ça, tout ça. Mais moi, au départ, j'étais assez dans le en fait, je transformais le tragique de la vie avec de l'humour, mais c'était toujours un peu à base de frustration. Et plus ça va, plus là, j'ai une autre conscience qui est arrivée, qui est la conscience de mon âge, quoi, et qui est, en fait, je ne vais pas continuer comme ça à me dézinguer tout le temps. Il me reste moins de temps. Et donc, autant essayer de montrer au niveau des femmes ce qui est gagné, ou ce qui est gagnant, ou ce qui est positif. Parce que moi-même, pour mon équilibre, j'ai envie que ça se termine plutôt de façon sympa. Comment on fait publier un dessin aujourd'hui ? Vous avez fait un bon dessin, vous m'en avez montré qui sont inédits. Oui. Comment on fait pour les publier ? Quelles réponses on a ? Par qui on doit passer ? Et combien on gagne en fait en publiant un dessin ? Je dirais que maintenant, c'est que du copinage, mais que. C'est-à-dire que si vous faites tous les vernissages, il y en a qui sont spécialisés de ça, tous les vernissages, et bien, vous avez des chances parce qu'on vous voit. Enfin, moi, le problème, c'est que je suis plus âgée. Mais je défends mon travail, donc c'est ça mon point fort. Mais il faut tout le temps aller voir du monde, avoir des relations. Ça, sinon, vous n'y arrivez pas. Parce qu'il n'y a plus la rencontre naturelle, spontanée. Donc en fait, il faut passer par quelqu'un qui dit « Ah ouais, j'en connais un ou une ». Dans le dessin d'actualité aujourd'hui, donc il y a quand même encore des journaux qui en publient. Est-ce que ces journaux, à un moment ou à un autre, ils vous ont ouvert leurs portes ? J'ai pensé évidemment à Charlie Hebdo, j'ai pensé au Canard. Est-ce qu'ils ont compris, eux, votre message ? Quel a été vos rapports avec eux ? Est-ce que... Ouais, je suis allée voir le Canard, mais il y a longtemps, et c'était avec des dessins écolos. Et là encore, ils m'ont dit, on ne comprend pas. Alors, et j'avoue que récemment, j'ai eu des idées, je me suis dit, ça pourrait être au Canard. Et en même temps, c'est toutes les semaines le Canard. Donc, quand vous vous engagez là-dedans, ça veut dire que votre vie, elle est complètement entre parenthèses. Je le sais parce que Pétillon m'avait expliqué ça, mais moi-même, j'ai proposé récemment des choses, et je me suis dit, bah oui, mais il faudra tenir chaque semaine. Ouais. Pétillon, je crois qu'il consacrait 3 jours au Canard, et 2 autres jours de sa semaine à la BD. Parce Ouais. Et Charlie. Oui, Charlie, du coup. Alors, Charlie, c'est infernal. J'ai eu une publication ou deux dans Charlie, dans Harakiri, mais j'ai envoyé des dessins régulièrement, et depuis la fine équipe, quoi, du temps de Réserve, du temps de Wolinski, puis après l'autre équipe, eh bien, je me souviens qu'ils rigolaient. Wolinski avait ri avec des dessins, il les avait montrés à Réserve, puis ça s'était arrêté là. C'est-à-dire que, mais bon, ça c'était l'époque ancienne. Maintenant, j'en vois, il n'y a rien qui ressort, et c'est toujours ambigu chez Charlie Hebdo, parce que maintenant ils s'affichent comme étant féministes. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment des messages extrêmement féministes. Ils ont peu de dessinatrices, ouais. Mais plus que ça, il y a eu un problème, c'est que moi, je me souviens, j'étais allée les voir avec, par exemple, l'Assemblée nationale, le dessin de l'Assemblée nationale. Qui est très connu, oui. Ouais. Et donc, ils n'avaient pas envie, en fait, je crois. Et surtout, j'avais déjà dans les 35 ans, et donc j'avais déjà ma vision du monde, on va dire. Et en fait, ce qu'ils préfèrent, eux, je pense, c'est former les jeunes. Je crois que c'est
c'est bien, mais il peut y avoir aussi des regards de femmes plus mûres, quoi. Alors, il y a qui ne se sont pas construites avec d'autres dessinateurs hommes aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, ça n'a pas marché, c'est Charlie. Et puis après tout, quelque part, je me dis, tant pis, tant mieux, je sais pas. Mais en tout cas, je me sens plus dans une finesse, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que Charlie, ça avait une réputation pas possible. Bon, alors moi, je voulais vraiment y aller à un moment donné, quoi. Et maintenant, avec le recul, je me dis, non, parce que j'ai un dessin qui est plus en finesse qu'eux. Ou plutôt, eux, Charlie, poussent à ce que les idées soient, on va dire, lourdement, tant pis, lourdement exprimées. Et j'ai tenté ça une fois. J'ai tenté ça dans un journal qui s'appelait La Grosse Bertha. C'était un journal des dissidents. Quand Charlie s'est arrêté, il y a eu un journal qui s'est créé et qui a duré, je ne sais plus combien de numéros, pas mal de numéros, mais du coup, là, il y avait des jeunes dessinateurs qui arrivaient. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Riss, c'était T-News, c'était etc. Et donc, moi, je propose des dessins, notamment une BD où je parlais des règles. C'est-à-dire que c'était la guerre du Golfe. Et il y avait deux nanas, je ne sais pas si elles étaient américaines, oui, je pense américaines, puisqu'elles parlaient avec un accent américain. Elles étaient dans un avion. Et je pense que j'ai mêlé le fait d'avoir les règles et que ce soit explosif. Enfin, j'ai fait un truc drôle là-dessus, à la fois la guerre et à la fois les règles. Et le rédacteur en chef était gêné, quoi. Il a dit, bon, Catherine, bon, c'était pas... Et alors, du coup, c'est ça qui est fou, c'est que moi, je me suis adaptée, enfin, pas adaptée, mais du coup, j'ai proposé un dessin extrêmement lourd, avec une Irakienne qui se fait pénétrer par derrière par Saddam Hussein, après le Saddam Hussein qui se fait pénétrer par le président des États-Unis. Mais c'était d'un lourd, et donc ça s'est passé. Et là, je me suis dit, non, je vais pas continuer comme ça, quoi. C'est pas vous, en fait. Ouais, non. Non. Donc en France, seulement 36 dessinateurs ont la carte de presse et 5 d'entre eux sont en CDI. Ça veut dire quand même quelque chose. C'est un métier qui est précaire. Donc, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui quelqu'un qui a des choses à dire voilà, je vais être dessinateur de presse avec le peu de portes ouvertes, en fait? C'est sans doute que l'actualité, puisque maintenant c'est beaucoup de dessins d'actualité, rejoint quelque chose à l'intérieur de cette personne qui a besoin... Parce que c'est ça, la création. C'est quand une sensibilité rejoint un public. Tant qu'elle n'a pas rejoint le public, quelquefois ça prend 40 ans, tant qu'elle n'a pas rejoint le public, ça ne marche pas. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une adéquation, quoi, entre la société et la personne qui crée. À quel moment vous avez compris qu'il y a eu un glissement où ça y est, le message que je porte depuis toutes ces années est compris par la profession et par le public? Oui. Il y a eu une évolution chez moi, c'est-à-dire que je n'étais pas consciente au départ avec mes partouches, je n'étais pas consciente du fait que je parlais en tant que femme. C'est venu petit à petit. Et puis plus il y a eu de barrières, d'empêchements autour de moi pour être publiée, plus ma conscience féministe a grandi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à On les aura, le bouquin On les aura. Et pareil, là, le public n'était encore pas là. C'est-à-dire, le public était gêné parce que le dessin était provoque. Donc les libraires m'ont dit non. Les libraires ont dit non. Ils ont dit ça ne plaît pas. Nous, et je sentais bien qu'eux, ça ne leur plaisait pas. L'image un peu de la femme avec des couilles, quoi. Le public n'est pas venu non plus. Et donc, c'était difficile d'un bout à l'autre, dans les salons, partout. Ça, c'était en 2000. Et le glissement, c'est juste... oui, parce qu'on me disait toujours, mais non, mais le féminisme, ça y est, c'est fini. Oui, on dit encore ça maintenant. Ouais. Et donc, je suis arrivée 20 ans après, avec MeToo. Et là, donc, on pourrait se dire, super,
moi, je me suis dit, bon, bah ouais, c'est bon. Sauf que la presse dégringole, sauf que la presse n'a pas envie encore tellement de publier des dessins féministes, parce que sans doute les tenants sont encore masculins, je pense, hein, ceux qui ont le pouvoir. Et j'ai vraiment cru, enfin j'ai cru, mais tout du long, j'ai cru depuis 40 ans, j'y crois, que je vais y arriver. Mais comme je n'ai pas eu de publication régulière, en fait j'ai développé une indépendance d'esprit. Bon, en fait j'étais pas enfermée dans l'idéologie d'un journal. Et je pense que tous les Plantu, tous les Bretéché, même Bretéché, je pense que ça devait être un carcan un peu, quoi. Ce milieu du Nouvel Obs. Même avec gravité, même avec une sorte de mélancolie, Ouais. Il y a beaucoup d'espoir. Ah je oui, pense, dans les dessins, dans les bouquins. Ouais. Ah ouais, Il y a j'en ai conscience. Les retrouvailles, par exemple. Ah oui, mais ça c'est récent. Ouais. C'est récent, mais justement, oui, il y a toujours un petit côté... oui, on vous voit encore avoir beaucoup d'espoir sur l'avenir. Et de rêve. C'est beau, ça. C'est poétique. Oui. Elle se fait un petit cinéma, elle y croit encore. Et, et quand elle arrive... mais j'ai vraiment pris le personnage le plus facile à ce niveau-là. Et en fait, lui, il s'en fout, il est habillé n'importe comment, il est complètement... C'est presque un clodo, quoi. Et voilà. Alors, elle rêve, c'est ça. La femme a toujours... Alors, la femme rêve beaucoup et l'homme imagine. On a tendance à idéaliser un homme parce que, à mon avis, l'affaire, la grande affaire, je crois, c'est que on va reproduire. Donc, il vaut mieux avoir l'impression qu'on se choisit quelqu'un de super pour... Je pense que c'est un truc interne à l'organisme, hein, pour croire qu'on va faire des êtres, des petits bien. C'est marrant parce qu'il y a deux versants, en fait. Il y a la colère contre ces injustices. On voit d'ailleurs, vous représentez souvent les petites filles et l'évolution. Il y a un dessin où une petite fille rêve de réussir, et elle devient un homme. Vous voyez ce dessin? Alors ça, c'était... Ouais. Alors ça, c'est assez important parce que on voit une colère face à ces injustices qui s'imposent à nous dès l'enfance. Et on voit cet espoir, parce que ils sont tous empreints d'espoir. Ah ouais? Ouais, je trouve. D'accord. Donc en fait, vous manifestez un recul. Un optimisme. Oui, un optimisme. Ça, c'est ce qu'on m'a transmis. Les femmes chez nous, ou les femmes et les hommes d'ailleurs, sont des positifs. À cet instant, sont pas comme elles devraient être, mais ça peut changer. Ouais. Et donc la poésie, vous en parliez? La poésie, simplement, je vais vous dire un truc. C'est que tout militante que ma mère était, puisqu'elle l'était aussi, elle savait s'arrêter sur les belles choses, quoi. Et une femme avec 6 enfants, qui tout d'un coup s'arrête parce qu'il y a un arbre en fleurs devant chez nous, et qu'elle le regarde pendant 5 minutes, en nous invitant à en faire autant, c'est la beauté, quoi. C'est la beauté, c'est cultiver la beauté de la vie. Et il y a ça, et puis la poésie, c'est... La poésie, c'est... je sais pas, c'est vous qui me le dites, parce qu'en fait... C'est la poésie humaine, voilà. Ouais, mais on me le dit souvent, et moi, j'en suis pas tout à fait consciente. Parce que les personnages sont touchants. Ah oui? Oui, ils sont touchants, ils nous rappellent notre condition humaine. Ouais, tout à fait. C'est ça qui m'émeut le plus en me regardant vivre. Le fait que je sois de la condition humaine et que c'est émouvant, en fait.